Madame, Monsieur, vous êtes sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission du jeudi Ligne de mire, une émission qui fait le point sur des sujets d'actualité. Et ce soir, nous allons revenir sur cette crise qui semble secouer le Parti démocratique gabonais à la lumière de ces démissions en cascade au sein de l'ancien parti au pouvoir. En deuxième partie, nous allons mettre le zoom sur la nouvelle méthode de travail implémentée par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui repose sur 7 axes principaux de gouvernance. Et puis, la troisième partie de l'émission du jour Ligne de mire, elle sera réservée au rendu de la Cour de justice internationale qui va donc se prononcer le 19 mai prochain sur le différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale, le sujet de l'île Mbadi avec Jonathan Toutoum-Ngom. On va revenir sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques justement de ce. Monsieur, je vous présente les 3 invités du jour. J'ai le plaisir de recevoir Pascal Nkoulou en sa qualité d'acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je reçois également Jonathan Toutoum-Ngom, universitaire. Monsieur Toutoum-Ngom, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes universitaire et ancien ministre. C'est cela. Je reçois aussi Jean-Christian Combina, journaliste principal et analyste politique et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Combina, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bambo. Merci donc à tous les 3 d'être une fois de plus au rendez-vous de cette émission Ligne de mire. On fait le point sur les sujets qui font l'actualité et sur le plan politique. Cette actualité est abondante ces derniers jours, en rapport évidemment avec cette série de démissions ou démissions en cascade au sein du Parti démocratique gabonais, le PDG, l'ancien parti au pouvoir. On s'était interrogé il y a déjà quelques jours sur ce plateau sur l'effet domino que pouvait causer la démission collective des anciens hiérarques du PDG de la province du Wollo-Ntem. Quelques heures plus tard, et depuis là, on assiste à une série de démissions qui vont au-delà de la province du Wollo-Ntem. Pascal Nkoulou, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, il est difficile pour le Parti démocratique gabonais de pouvoir stopper cette saignée. Bon, il faut partir du principe que le Parti démocratique gabonais n'a pas conçu de marche vers le pouvoir. Le Parti démocratique gabonais a été créé alors que Omar Bongo était déjà président. Donc, c'est un parti, on ne peut pas, de manière tout à fait objective, considérer qu'il y avait un socle idéologique. Le Parti démocratique gabonais a fait de l'obstruction et a créé des conditions pour entraîner les cadres à y adhérer pour des besoins d'existence sociale. Oui, mais c'était le seul espace. Ça a été vrai entre 1968 et 1900. Non, mais attendez. De 1968 jusqu'en 1990, c'était, on va envie de dire, une obligation, c'était le parti unique. Après 90, les gens étaient libres d'adhérer ou pas au sein du Parti démocratique gabonais. Vous connaissez-vous des cadres qui ont occupé dans l'administration gabonaise des postes importants alors qu'ils n'étaient pas au PDG? Il n'y en a pas. Mais M. Nkoulou, à partir de la fonction de directeur, vous deviez impérativement être au PDG. Oui, non, parce quand vous faites l'histoire, quand on fait quand même l'histoire, quand on fait l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que, non, bon, je coupe pour ne pas aller dans ce type de polémique. Ce que je veux dire par là, c'est que tant que le parti au pouvoir ou le parti du pouvoir reste le résac de l'ascension sociale, tous les cadres vont toujours se diriger vers ce parti. La deuxième chose qu'il faut noter dans notre pays, c'est que aucun parti politique n'a survécu après la chute sous quelque forme que ce soit le décès ou le départ des affaires de son créateur. Aucun. L'UPG de Mamundou, le Morena, le PGP, tous les partis politiques ont implosé dès que leur leader se retrouvait dans une situation de défaveur sociale ou de décès. Deuxième chose, aujourd'hui, lorsque l'on parle de ce départ massif des cadres, entre parenthèses, cadres du PDG, il faut se poser la question, quelle est la plus-value? Quelle est leur plus-value sur le jeu politique national? Aujourd'hui, il faut faire attention. Au Gabon, c'est la fonction qui donne la notoriété politique. Un homme politique n'est pas fonction de la responsabilité administrative qu'il occupe au gouvernement ou dans d'autres institutions. Encore qu'un homme politique, c'est le fait des mandats régulièrement acquis sur la base d'une opinion régulièrement entretenue. Au Gabon, il n'y en a pas. Donc, ces gens qui démissionnent, si le président Oligui ne les nomme pas à des postes importants demain, ils n'existeront plus. Donc pour moi, c'est presque, comme on dit, c'est des situations d'élimination naturelle.
qu'ils ne rebondissent pas, qu'ils aillent même dans le parti que l'Ugi va créer, ce n'est pas un problème. Mais quand on ne les nomme pas au gouvernement, vous verrez la situation par la suite. Jean-Christophe Kobila, alors cette situation évidemment a causé une forme de branle-bas de combat dans le paysage national, notamment en ce qui concerne les réactions des Gabonais en rapport avec ces démissions en cascade au sein du Parti démocratique gabonais. On parle dernièrement de la démission d'Eloi Nzondo, de Serge William Akasaga par exemple, qui ont été ces dernières années au premier plan des activités du Parti démocratique gabonais dans la province de l'Estuaire, notamment au 3e arrondissement. Aujourd'hui, on s'interroge sur le repositionnement de ces démissionnaires du PDG. Il y a certaines voix qui se lèvent, on lit sur les réseaux sociaux, certains Gabonais qui pensent même ou qui recommandent, entre griffes, au chef de l'État de même pas les recevoir dans le prochain parti, qui sera le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment vous réagissez? Mais ce que je note encore une fois, c'est, j'allais dire, la peine que cette attitude de ces compatriotes cause au sein de l'opinion nationale. On a vu sur les réseaux sociaux des réactions de compatriotes, effectivement, fustigeant le comportement des démissionnaires du Parti démocratique gabonais, surtout que plusieurs de ces démissionnaires sont, pour les uns, âgés de 60 à 70, voire 80 ans, et donc c'est des gens qui n'étaient plus véritablement actifs au sein du Parti démocratique gabonais. Ce sont donc Daniel Onaondo, Ndemezo Obiang, Ondome Togo et autres, n'est-ce pas, qui n'avaient plus d'activité véritable de premier plan au sein du parti. Donc ce sont des démissions qui, si elles étaient posées individuellement, n'auraient pas reçu d'écho. Mais ils n'ont peut-être pas ces personnalités que vous venez elles n'ont peut-être pas ces personnalités dont vous venez de citer les noms, une aura à l'échelle nationale, mais sur le plan local, ça reste des poids lourds quand même, à l'échelle provinciale ou départementale ou communale, je ne sais pas. Non, je pense que ce qu'il faut plutôt relever, c'est à la fois le côté opportuniste de ces démissions et surtout l'ombre de longue portée que ces démissions-là posent sur la qualité de nos formations politiques et les fondements des adhésions individuelles dans ces partis politiques-là. Maintenant, les compatriotes estiment à juste titre que ces démissions-là risquent, si jamais ces démissionnaires devaient intégrer le prochain parti présidentiel, n'est-ce pas, risque de... Les compatriotes l'estiment parce que c'est ce qu'eux-mêmes disent. Ils disent se mettre à la disposition du président. Il faut que les choses soient claires. Oui, Ils non, ne le sont pas. Non, ils ont clairement dit qu'ils veulent servir le président dans un cadre plus libre. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais servir le président dans un cadre plus libre, c'est-à-dire ne pas être encarté. Ça, c'est ce que cela veut dire. Dans un cadre plus libre, je ne pense pas que dans le parti du président, là, dans le deuxième point de notre ordre du jour, vous avez évoqué la méthodologie gouvernementale. Est-ce que servir, quand ils disent qu'ils veulent être à la disposition du président de la République pour le servir, est-ce que c'est dans un cadre partisan? Est-ce que c'est se mettre au service de l'État? Mais la question que vous posez est pertinente. Ils veulent se mettre au service du président en tant que collaborateur au sein du cabinet, au sein d'un parti politique, au sein d'une association. Donc ce sont des questions qui méritent d'être posées. Mais dans tous les cas, les compatriotes sur la toile, n'est-ce pas, expriment leur colère et leur mécontentement. Ils dénoncent ces comportements qui appartiennent à un âge dépassé. Et on a bien vu que durant la campagne présidentielle, les partis politiques ont été vomis et les candidats qui se sont présentés ne se sont réclamés d'aucun parti politique parce que s'ils l'avaient fait, je ne suis pas certain qu'ils auraient eu les suffrages qu'ils ont obtenus dans les urnes. Alors, le Parti démocratique gabonais, ça reste l'ancien parti au pouvoir, mais ça reste la formation politique la mieux structurée sur l'ensemble du territoire, sans point de vue partisan, mais en toute objectivité, M. Nkoulou, ça au moins, vous pouvez le reconnaître. Ça reste le parti le mieux structuré sur l'ensemble du territoire au regard du nombre de ses cellules de base, de son organisation. Alors, Jonathan Toutoum-Gom, est-ce que aujourd'hui, le PDG qui soutient, peut-être par opportunisme, Brice Clotaire Oligui Nguema qui a fait tomber ce régime le 30 août 2023,
est-ce que le PDG est en train de devenir davantage un boulet pour le président de la Ve République, justement, au regard de la réaction des populations gabonaises? Merci. Je voudrais d'abord dire quelque chose. Lorsque j'entends mes compères se référer à chaque fois aux réseaux sociaux, de l'opinion des réseaux sociaux, cela me fait plonger dans l'histoire, dans un débat qui avait lieu à l'Assemblée nationale lorsqu'on avait interpellé le Premier ministre Casimir Oyemba. Le député de Minvoul, du département d'Untem à Minvoul, un des députés, en la personne du vieux Osimos. À l'époque, il y avait la coordination de l'opposition gabonaise. Et à chaque fois, le Premier ministre Oyemba s'est référé à la CODE. Et l'honorable Osimos avait demandé au Premier ministre Oyemba, Monsieur le Premier ministre, c'est qui la CODE? Qu'est-ce que la CODE? La CODE pour vous, c'est quoi? Et moi, j'ai envie de dire à Jean-Christian de ne pas trop se fier À l'opinion? à l'opinion des réseaux sociaux. Parce qu'on sait ce que ça signifie. C'est quoi les réseaux sociaux? Moi, j'ai envie de dire, ce qui se passe sous nos yeux, je le répète une fois de plus, n'est pas un acte anodin. Aucun acte politique n'est anodin. D'accord, Onaondo a 80 ans. D'accord, Ndemezo a 78 ans. Ndometuro a 79 ans. Mais pourquoi vous ne vous interrogez pas sur l'âge des Luanzondo? Pourquoi vous ne vous interrogez pas sur l'âge d'Akasaga, l'âge de Guy Patrick Obiandon, de Charles Mvela? Non, je pense qu'on ne peut pas juger la valeur d'un homme politique en fonction de son âge. Quel est l'âge du président de la Tunisie? L'âge du capitaine. Quel est l'âge? Vous savez que l'âge du capitaine a fait débat, en France notamment. Entre Jacques Chirac et Jacques Chirac accède au pouvoir à quel âge? Le président de la Namibie? Non, je pense que François Mitterrand, soyons un tout petit peu sérieux. Je pense que la comparons ce qui est comparable. Je vous ai laissé parler. Sérieux encore. Je vous ai laissé parler. Je pense que l'âge n'a rien à voir avec la compétence de quelqu'un. C'est comme si c'est vous qui entretenez le débat, il faut laisser la place aux jeunes, d'accord, mais il faut que les jeunes fassent leur classe. Le fait d'être jeune ne vous confère aucune expertise scientifique. D'accord, maintenant sur la posture prise par ces acteurs politiques, oui. En toute lucidité, en politique, il n'existe aucune ligne droite. Doit-on faire le procès de ces démissionnaires du Parti démocratique gabonais? Moi, je ne peux pas faire le procès de ces démissionnaires. Il faut d'abord comprendre pourquoi ils arrivent à démissionner. Entre ce que leur lettre de démission, parfois on lit par convenance personnelle, c'est des termes tout à fait amicaux. Mais quelles sont les raisons profondes? D'abord, le PDG, le Parti démocratique en lui-même. Votre ancien parti. Non, c'est votre ancien parti. Mais c'est votre parti politique. Non, j'ai été à Démocratie Nouvelle et je suis allé... Écoutez, il faut qu'on clarifie. Au nom d'une fusion absorption. Il faut qu'on clarifie. Moi, je Oui, je vais clarifier. J'ai été PDGiste pendant 18 mois. À la suite d'une fusion-absorption, par loyauté et par discipline pour mon parti qui venait de prendre une décision, je me suis retrouvé PDGiste. Et quand le moment est venu pour que je parte de là, parce que c'était des moments où j'étais en mal avec ma conscience, eh bien j'ai bien démissionné avant. Voilà. Donc de ce point de vue, vous ne pouvez pas m'en faire le reproche. Voilà. Mais moi, je connais les alliances qui vous ont toujours liés avec le PDG Pascal Nkoulou, qui a fondé Bongo doit partir et qui se retrouve toujours dans les arcanes du pouvoir. Et vous, en tant que journaliste, vous avez toujours chanté la même chanson, juste en changeant les noms de ceux que vous mettez dans les chansons. Et quand l'autre viendra demain, vous allez chanter la même chanson en changeant juste les noms de ces chansons-là. Donc, de ce point de vue, vous n'avez aucune leçon d'appartenance à me faire savoir. Mais vous savez que le Gabon est une maison de père. Ceux qui sont à l'intérieur voient ceux qui sont dehors et ceux qui sont dehors voient ceux qui sont dedans. Le PDG lui-même. Je n'ai jamais appartenu au PDG. Le PDG lui-même a eu... Le PDG lui-même... Monsieur Ntoutoumgon, le PDG lui-même dans les structures du D'accord, on va écouter. Oui, allez-y, oui. Ce n'est pas parce que vous n'aviez pas signé la carte au PDG que vous n'aviez jamais appartenu au PDG. D'accord. Lorsqu'on vous a connu comme chef de service politique au journal L'Union, quelle était la ligne éditoriale que vous défendiez? À l'époque, c'était pour faire des louanges au PDG. Et je peux encore vous faire sortir des articles que vous avez rédigés à l'époque et qui prouvent que
vous étiez plus qu'un Jonathan, militant du PDG Jonathan, dans le journal L'Union. Jonathan, Très bien. attendez. Alors, attendez. de ce point de vue, S'il vous plaît, s'il vous non, plaît. mais de Tumgong. S'il vous plaît, on va se calmer. Allez, S'il vous j'étais plaît. estampillé à l'Union Non, comme étant le journaliste qui ne faisait pas partie du PDG. D'accord, Je l'ai non, payé au prix Monsieur fort. Kombila, Personne Monsieur Vous ne le Kombila. savez pas, je vous l'avoue, Personne n'a je l'ai fait- payé au prix Mais fort. quand on regarde Je la ne suis pas là pour, et je ne les suis pas là articles pour que vous avez parler de rédigés, mon passé à d'accord. l'Union. Vous ne pouvez pas Mais nier- ceux qui vous étaient ne avec pouvez moi pas à nier l'Union votre savent rapprochement pourquoi j'ai PDG. quitté le journal L'Union. D'accord. Vous voyez qu'il m'empêche même Non, de répondre aux questions. Attendez. C'est une très belle séquence qu'on est en train de vivre dans cette émission. C'est très important. Au moins, ça nous permet de comprendre à nouveau que le Parti démocratique gabonais est un parti qui continue à susciter le débat, notamment sur le plan démocratique. C'est très intéressant. Oui, terminé. Oui, j'ai envie de dire la posture du PDG. Cette posture en elle-même n'a pas permis de clarifier. Autant ceux qui démissionnent aujourd'hui, mais est-ce que très honnêtement, le PDG devait adopter la posture qu'il a adoptée après le coup d'État? Là aussi, C'est-à-dire celle de soutenir la c'est-à-dire transition. celle de soutenir le tombeur. Ça n'a pas été un acte de courage et de cohérence. Parce qu'un parti qui vient de subir un départ du pouvoir, très honnêtement, ou bien sur le plan de la cohérence politique, ne devait pas adopter cette posture. Eh bien, cette posture a été adoptée, que le PDG récolte aujourd'hui ce qu'il a sémé des années durant. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on ne peut pas avoir une lecture simpliste de ceux qui démissionnent. Je vous avais dit la dernière fois que ce qui a commencé dans la province du Wellington risque de faire un effet domino. Et nous y sommes. Donc, il faut quand même comprendre que parmi les acteurs qui démissionnent, certains ont quand même des reproches à faire au Parti démocratique gabonais, peut-être parfois des dissensions ou bien des points de vue qui ont divergé depuis longtemps. Si je prends le cas, par exemple, de René Demezo, que je connais peut-être mieux que tous les acteurs, mais Demezo est d'abord parti du PDG en 2015, à la suite de la déclaration de Bitam, et quand il est arrivé, il a fait l'objet des sanctions au niveau des instances dirigeantes du parti. Il n'est revenu au PDG qu'à la suite de la demande d'Ali Bongo, qui demandait à ce que les fils spirituels d'Omar Bongo se retrouvent et qu'il y ait un retour. Et c'est à la suite de cela qu'il y a eu fusion-absorption avec Démocratie Nouvelle. Et comment Demezo a été payé? Il n'a été laissé que simple militant de base. Pour quelqu'un qui revient comme leader d'un parti politique, à qui vous demandez de faire une fusion-absorption, mais que vous rangez au statut de militant de base. Ça peut être là certaines raisons qui amènent aujourd'hui ces leaders, ouais, ces personnalités à pouvoir partir. Plusieurs cas, chacun peut avoir une raison pour justifier son on va départ du terminer PDG. sur ce point. On va terminer avec vous, Pascal Koulou. On sait évidemment qu'après le coup d'État, il y a certains leaders de cette formation politique qui avaient préféré rompre le cordon ombilical avec le PDG. Ça a été le cas d'Alain-Claude Bilibinze, qui très tôt a justement fustigé le fait que le PDG soutienne Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça a été le cas de Stéphane Germain Iloko Boussengui, également, qui a pris ses distances avec le PDG. Ça a été le cas d'Ali Akbar Onanga et aujourd'hui encore et de Francis Nkeya Zigué qui, eux, évidemment, sont en désaccord total avec la frange du parti, bon, la frange non, avec le parti dirigé par Blaise Louembé. Je crois que si nous avons à considérer le fonctionnement régulier d'un parti politique, les prises de position individuelles ne comptent pas dans l'administration du parti. Pour qu'un parti prenne une position régulière, il faut que ça sorte au cours d'un congrès, de manière à ce qu'on fasse l'inventaire de la tendance dominante. Or, lorsqu'il y a eu le coup de libération en 2023, non seulement le PDG, mais paradoxalement, toute la classe politique, dite classe élevée, a soutenu une interruption de fonctionnement normal des institutions de la République. Voilà le grand quiproquo qui pèse aujourd'hui sur la vie politique de notre pays. Mais parce que le coup d'État était considéré comme un coup de libération. Oui, c'est justement. Non, j'en viens. Non, attendez, Pascal, non, attendez, non, Pascal Koulou, Pascal Koulou. Non, Pascal Koulou, s'il vous plaît. Les leaders politiques. Pascal Koulou, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Je vais vous poser une question. C'est ce que disait tout à l'heure Jonathan Totomoukombo à propos de la cohérence. Et là, vous apportez dans vos explications
une confusion dans l'esprit de ce qui vous écoute. Quand vous parlez des leaders, quand vous êtes exclu, vous êtes un acteur politique. Depuis le 30 août 2023, vous avez vous-même salué ce coup de libération en tant qu'acteur politique. Vous avez fait le tour de certains quartiers du 6e arrondissement, qui est votre, je ne sais pas, votre politique, pour expliquer, justifier. Non, expliquer. Expliquer, justifier le pourquoi de ce coup d'État. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez remettre en cause ce que vous avez fait vous-même? Donnez-moi une minute, une seule minute. Ce que je disais tantôt, je n'ai pas dit que le coup de libération était une mauvaise chose. Je dis ce qui approfondit et qui amplifie les incompréhensions, c'est qu'au moment où la classe politique aurait dû marquer un tampon pour dire, OK, oui, moi, c'est ce qu'on a fait. Moi, je n'ai pas dit j'applaudis. J'ai dit, nous prenons acte. Allons voir le chrono que proposent les militaires pour que nous sachions avec précision si ce chrono est de nature à garantir l'esprit qui a conduit au vote sanction des populations au cours des élections présidentielles. Parce que tous les Gabonais savaient que ce vote avait été un vote sanction contre le pouvoir en place. Et nous avons donc, mis en place un cadre de réflexion. C'était le cercle de réflexion sur la transition pour mieux apprécier les différentes étapes. Ça, c'est le baratin. Tous les acteurs politiques ont soutenu, Oligué la transition. Vous tous, même vous. Donc arrêtez de vouloir dire que... aucune déclaration. Ah si, arrêtez de vouloir dire que ce n'est qu'une affaire du PDG. Vous également, vous avez soutenu Oligué, vous avez soutenu le président et vous continuez à soutenir le président. On a fait notre déclaration. Bien sûr. Non, on a fait notre première déclaration à une place que nous avons bâtie, la place des martyrs à Likola, où il y a une fosse commune pour les militaires morts en 1964. Pour nous, c'était un rappel à l'engagement patriotique. Ce que je vais dire en quelques mots, c'est que autant les PDGistes, pas le PDG, parce qu'il n'y a pas eu une déclaration d'un organe approprié du PDG pour statuer sur la situation qui venait de se produire dans notre pays. Avec le fait que leur président était en retrait de la vie publique et politique, les PDG se sont retrouvés en train de fabriquer quelque chose. Et sur ce point-là, Ali Akbar Onanga a raison. Il faut regarder au statut. Qu'est-ce que les statuts disent lorsque le président du parti est empêché? Il ne s'agit pas de se retrouver comme ça, de décider de voilà qui va être président, Et c'est cette attitude qui prévaut jusqu'aujourd'hui. Donc, le PDG a un problème de fond, c'est celui de l'absence de leadership, de gouvernance légale. Bon, à ce niveau, beaucoup de leaders, au lieu justement d'aller à des excuses, à des faux fuyants du type on va être à la disponibilité du président. D'abord, il faut considérer que tous les citoyens gabonais sont à la disposition du président. Par les pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, le président peut nommer qui il veut, où il veut. On n'a pas besoin de crier haut et fort. Nous sommes à la disposition du président. Il n'y a personne qui puisse dire je ne suis pas à la disposition du président. De un. De deux, le président de la République est une institution. Ça veut dire que quand vous êtes patriote, vous servez d'abord votre pays. On ne sert pas l'individu. Or, dans les déclarations qui sont faites, il ne parle pas en termes de servir l'institution au sommet, il parle en termes d'avoir la proximité avec l'individu. Et c'est ça qui choque aujourd'hui la compréhension difficile que les Gabonais ont. Problème d'éthique, c'est ça? Bon. Un problème d'éthique, c'est ça? Ça pose un problème d'éthique et de morale. Et ensuite, il y a le refus d'assumer. Parce que ce n'est pas simplement un rejet de l'action du fonctionnement du parti, mais c'est l'absence d'assumer. Il n'y a pas d'éco-bilan. Personne ne dit, dans ma responsabilité, après avoir exercé dans le cadre gouvernemental, dans le cadre de l'administration, voilà ce que j'ai voulu faire qui n'a pas marché. Voilà ce que j'ai tenté. Tout le monde se retrouve de manière subite sous une forme de virginité, en ne reconnaissant rien, en ne se souvenant de rien. La seule lumière, c'est Oligué est là, nous tous on va Oligué. C'est trop facile. Donc, ça veut dire que c'est un calcul, selon vous, qui est fait pour c'est du repositionnement, même mauvais repositionnement. Et moi, j'appelle les Gabonais à sanctionner tous ceux qui vont faire du saute-mouton politique au cours des prochaines élections. C'est comme ça que je m'engage. C'est-à-dire sortir du PDG pour tenter d'avoir une virginité. Tous ceux qui étaient au PDG et qui démissionnent sur des excuses farfelues doivent être sanctionnés. D'ailleurs, c'est la posture prise par les Gabonais en 2023. Tu peux parler comme ça à Bitam. Tu vas faire un meeting à Bitam, tu parles comme tu parles. Tu vas parler comme ça. D'accord, on va m'empêcher. Bitam, ça sent le PDG depuis toujours. On va écouter Jean-Christian Combina sur la question et on va terminer avec vous sur cette première partie. Ils ont parlé 2 ou 3 fois sur cette question. Non, je suis intervenu quelquefois. On a 3 thèmes. Et ils m'ont embrouillé. Monsieur Pambo, non, la situation qui prévaut au sein du PDG
est révélatrice, n'est-ce pas, de la qualité de nos acteurs politiques. Nous entrons dans la 5e République et il faut renouveler à la fois les hommes et il faut renouveler les pratiques politiques. Les gens partent de parti en parti pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre fin à la transhumance, rechercher la proximité avec le centre de décision au sommet de l'État. Il faut mettre fin à la transhumance politique et autant M. Nkoulou lance un appel que nous saluons, à sanctionner ces démissionnaires intempestifs d'un parti politique à un autre, autant nous invitons, n'est-ce pas, les commissaires qui siégeront au sein de la commission chargée de refonder la loi sur les partis politiques, n'est-ce pas, à prévoir, n'est-ce pas, des dispositions contraignantes qui puissent véritablement sanctionner et voire exclure. Successivement de 2 partis politiques, vous êtes inéligible sur 5 ans. Au moins, les gens vont être responsables. Ce type, n'est-ce pas, de disposition contraignante, n'est-ce pas, s'avère nécessaire pour pouvoir apporter la clarté au sein, n'est-ce pas, du landerneau politique gabonais. D'accord. On va ouvrir le second tiroir de notre émission consacrée donc à cette nouvelle gouvernance souhaitée par Brice Clotaire Oligui Nguema après sa prestation de serment le 3 mai 2025 au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Brice Clotaire Oligui Nguema qui souhaite donc donner plus d'efficacité dans l'action gouvernementale, puisque vous le savez, il est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Il y a un vice-président en charge du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier. Il y a donc cette espèce de lettre de cadrage, de notre circulaire également, qui a été mise à la disposition non seulement des médias, mais de l'administration, et c'est même sur la place publique à travers les réseaux sociaux. Déjà, comment vous réagissez, Jonathan Totomgom, par rapport à ces 7 points qui définissent l'axe de gouvernance ou les principaux axes de gouvernance mis en relief par Brice Clotaire Oligui Nguema? Bon, je pense que dès qu'un gouvernement est mis en place, ce gouvernement s'attend à une lettre de cadrage de la part du président de la République. Maintenant, ça dépend des termes utilisés. Et là, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fixé le cap à travers les 7 piliers de sa lettre de cadrage. Avant que vous n'alliez dans le détail, on peut rapidement les énumérer, ces 7 points-là, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs. C'est ce que vous devriez faire avant. Non, mais je le fais, il n'est jamais trop tard. Vous êtes à côté de moi et vous l'avez également sous les yeux, donc vous pouvez regarder pour pouvoir être en phase avec ce qu'on est en train de dire. Et donc, le premier axe est consacré à la gouvernance fondée sur l'efficacité, la célérité et le professionnalisme. Le deuxième axe, lui, concerne l'éthique gouvernementale comme socle d'exemplarité. Le troisième axe sur l'architecture de l'exécutif et de la 5e République. Le quatrième, l'organisation interne des ministères. Le 5e, les règles de fonctionnement des instances gouvernementales. Le 6e, la culture de la redevabilité et les mécanismes de suivi de l'action publique. Et le 7e, la discipline, la méthode et l'exemplarité. Oui, donc déjà, la méthode, comment vous la trouvez, la méthode? Non, mais je dis que la méthode ne m'étonne pas. Ouais. Chaque gouvernement a toujours eu une lettre de cadrage ou une espèce de sensibilisation. Mais maintenant, après, c'est le président qui imprime la méthode qui est la sienne pour pouvoir faire fonctionner son gouvernement. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est ce qui se fait le plus couramment au monde, c'est-à-dire un président qui adresse une lettre de cadrage à son équipe gouvernementale. Mais maintenant, quand on parle, par exemple, sur le plan du fonctionnement des ministères, je pense que cet aspect peut être discutable parce que à partir du moment où les ministres n'ont pas la plénitude du fonctionnement de leur département, je m'explique, si le président de la République nomme le ministre qui est en charge du département, et que le secrétaire général de ce ministère est nommé en plus par le président de la République, ce à quoi on assiste le plus souvent, c'est que le secrétaire général dise au ministre, je n'ai de compte qu'à rendre au président de la République qui m'a nommé. Le même décret qui vous a nommé, c'est le même décret qui m'a nommé. Et en ce moment, il y a des dissensions, il y a souvent
des mésententes entre d'un côté certaines personnalités du ministère et leur ministre. C'est pourquoi, en son temps, vous avez entendu le Premier ministre Yegin Dong qui disait qu'il y a, par exemple, des secrétaires généraux des ministères qui sont plus puissants que le ministre. Il y a des directeurs qui sont plus puissants que les ministres. Un directeur du Trésor public ou un directeur de la SOL qui sait qui a été nommé par le président de la République ne manifeste pas trop d'obéissance envers son chef hiérarchique qui est le ministre. Donc à ce niveau, ça pose un problème. Mais peut-être que le président fera en sorte que certaines personnalités des départements ministériels soient choisies par le ministre en proposant leur nomination. Au moins, on peut arriver à une espèce d'harmonie sur le plan du respect hiérarchique dans le ministère. Or, ce qui a toujours causé problème, pour avoir siégé peut-être pendant 2 ans dans un gouvernement, généralement, vous avez même des ministres entre eux qui se disputent les dossiers et qui ne signent pas tant qu'ils n'ont pas reçu la consigne directe du chef de l'État, même s'ils travaillent en commission présidée par un de leurs collègues, mais tant qu'un ministre n'a pas reçu le quitus du président, il manifeste peu d'empressement à signer un dossier et le Gabon a toujours perdu parfois des financements à cause de cette attitude-là. Alors Jean-Christian Kombila, il y a évidemment que dans cette note circulaire, le président de la République met en relief un ensemble d'éléments qui permettent de comprendre le bien fondé de l'élaboration de ces 7 axes principaux qui vont donc sous-tendre la gouvernance dans cette 5e République. Alors, il dit, en ma double qualité de président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, il m'appartient de fixer dès à présent les fondements d'une méthode de travail gouvernementale exigeante et cohérente. Cette méthode doit permettre de mobiliser de manière optimale l'appareil de l'État, de renforcer la cohésion de l'action gouvernementale et d'assurer l'alignement systématique de chaque ministère sur les objectifs définis dans mon projet de société. Il rappelle bien sa double qualité de président et de chef du gouvernement. Et il y a un vice-président en charge de l'action gouvernementale. Est-ce que le point soulevé par Jonathan Totomgom sur ces pratiques, malheureusement, qui ont parfois causé du tort les années précédentes, ces pratiques-là doivent obligatoirement disparaître? Écoutez, Jonathan Doutoumgom parle en connaissance de cause. C'est un ancien ministre qui a siégé au sein d'un des gouvernements de M. Ali Bongo Ndimba et donc il a sans doute vécu des situations incongrues, n'est-ce pas, qui l'amènent à tirer les conclusions qu'il vient de nous présenter avec éloquence. Maintenant, ce que moi je relève, c'est d'abord que la circulaire du président de la République est digne d'intérêt parce que nous entrons dans une nouvelle ère qui marque la rupture avec les pratiques du passé. Je suis partisan du renouvellement des pratiques gouvernementales et des pratiques politiques dans notre pays. Donc le gouvernement, c'est le lieu de la collégialité. Et dans les explications que Doutoumgom donnait tout à l'heure, on comprend bien que l'individualisme a parfois été, n'est-ce pas, la marque de fabrique des précédents gouvernements. Et le président de la République aussi, enfin connaisseur des réalités sociopolitiques et historiques de notre pays, n'est-ce pas, veut implémenter une méthodologie de travail fondée sur l'unité du gouvernement, sur la solidarité entre membres du gouvernement. Parce que il faut les rencontres, même en sport, se gagnent de façon collective. Ce sont les équipes qui jouent collectivement, n'est-ce pas, qui remportent les plus grands succès. Et le président de la République, durant la campagne électorale présidentielle, a bien indiqué que son adversaire, c'est la pauvreté, c'est la précarité galopante. Et c'est donc ce devoir de justice sociale, n'est-ce pas, que doit accomplir le gouvernement naissant de la Ve République. Et donc, pour y arriver, il faut un certain nombre de principes et de règles, n'est-ce pas, qui organisent la vie du gouvernement. Il s'agit de la discipline, il s'agit de la rigueur, il s'agit de l'équité. L'équité, le président de la République a beaucoup insisté sur ces différentes valeurs-là, car sans elles,
on ne peut obtenir aucun résultat satisfaisant pour les populations. Alors, vous parlez d'équité, Jean-Christian Komela. Il y a également un autre axe tout aussi important, Pascal Koulou. C'est l'axe 2 qui repose, lui, sur l'éthique gouvernementale comme socle d'exemplarité. Le président de la République a été élu sur la base d'un projet de société. C'est le gouvernement qui doit pouvoir l'implémenter sous les orientations de Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, ce deuxième axe-là, en rapport avec l'éthique gouvernementale comme socle d'exemplarité, parle de respect de l'intérêt général, le respect de l'intérêt général de la part des membres du gouvernement, l'intégrité et l'honnêteté, la responsabilité personnelle, la compétence et la performance, la loyauté et la fidélité à l'État. Bon, écoutez, tout ceci se résume par l'autorité de l'État. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que, quelle que soit la nature de la fonction que vous occupez au gouvernement, dans la haute administration, vous êtes d'abord au service du Gabon. C'est à peu près la même chose dont on parlait tout à l'heure concernant les partis politiques. Chaque fois que quelqu'un occupe une fonction, il réduit l'administration aux objectifs politiques personnels. Et c'est pour cela qu'on avait ce type de dissension entre le ministre et les directeurs généraux, surtout là où il y avait des régies financières. Parce que pour beaucoup, ils répondaient de caisse pour activer les campagnes souterraines, activer la prestance politique de certaines personnalités, alors que l'essentiel de leur engagement en termes d'investissement devrait servir à améliorer l'offre de services, améliorer la qualité du service public. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque le président parle d'éthique et d'exemplarité, il faut à ce moment-là que l'exemple vienne justement du sommet. Il faut que les mauvais soient sanctionnés de manière à ce que ceux qui prétendent assumer ces fonctions se disent « Ah, il y a des précédents, je ne souhaiterais pas, moi, me retrouver dans la condition de défaveur que vient de subir tel compatriote. » À partir du moment où vous avez, ça a été le cas sous Omar Bongo pendant un peu plus de 40 ans, où chaque fois que quelqu'un détournait, l'opinion se levait contre cette personne, mais le pouvoir le repositionnait à un poste beaucoup plus important et il recommettait les mêmes bévues. Donc du coup, les gens se sont désengagés. Et ça crée quoi? Ça crée qu'aujourd'hui, notre administration publique, notamment les régies financières, sont gangrénées par la corruption, sont gangrénées par l'intérêt personnel. Or, ce qu'il faut, c'est mettre là une application stricte et rigoureuse des mécanismes de la loi. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a cette exemplarité où les gens commencent par respecter la loi. Vous savez, il n'y a personne qui ne veut pas se couvrir d'or et d'argent, mais je suis sûr que ce qui retient les uns les autres, c'est la peur de la sanction, et c'est la peur d'une sanction extrême et sévère. Tant que ces mécanismes ne sont pas appliqués, je regrette, le président aura beau afficher toutes ses bonnes intentions, mais les mêmes habitudes vont continuer. La preuve, c'est que pendant la transition, où les gens auraient dû avoir peur des militaires, il y a eu des détournements, il y a eu des comportements déviants. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Rien du tout. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, le simple fait d'envoyer l'aide de cadrage va conditionner les gens à respecter la loi, à se fier aux besoins de servir? Parce que, tenez-vous bien, la plupart des membres du gouvernement qui arrivent, ils vont faire quoi? Ils regardent à leurs obligations politiques. Parce que les élections législatives et locales, c'est dans moins de 5 mois. Donc, chacun veut investir d'abord dans cette approche pour pouvoir revenir au gouvernement. Ce que le président doit faire, c'est mettre la rigueur en séparant les politiques de technocrates dont il a besoin pour que son offre publique soit conséquente et que des comportements nouveaux finissent par naître dans l'exercice à des hauts niveaux dans l'administration publique. Sinon, on ne s'en sortira pas. Alors, Jonathan Totoumko, peut-être pour terminer sur ce deuxième volet de l'émission en rapport avec ces 7 axes qui définissent la méthodologie de gouvernance souhaitée par Brice Clotaire Oligui Nguema, il y a un point essentiel, l'axe 5, en rapport avec les règles de fonctionnement des instances gouvernementales. Dans ce 5e axe, on parle notamment de l'organisation du Conseil des ministres, d'une forme de structuration justement de ces conseils à travers un ensemble de mécanismes de mise en relief pour fluidifier l'action au niveau justement des conseils des ministres. Mais il y a un point essentiel qui paraît être comme une forme de révolution, c'est le point relatif aux nominations, qui jusque-là reste évidemment du seul domaine discrétionnaire du président de la République. Alors le chef de l'État y a consacré des éléments ou élaboré des éléments clairs qu'il a soumis
justement aux membres du gouvernement et de la haute administration qui définissent désormais le modèle à implémenter en ce qui concerne les nominations à certains emplois, notamment supérieurs dans l'administration publique, et même que le Parlement devrait pouvoir s'y intéresser en termes de nomination, c'est-à-dire que quand on nomme un Gabonais, il pourrait y avoir des enquêtes, il faut qu'il y ait des avis motivés, c'est-à-dire que ces nominations-là soient désormais, enfin, obéissent désormais sur ces différents critères qui ont été élaborés. Bon, je pense que le chef de l'État a une vision et je pense que concernant les nominations, on a toujours parlé des enquêtes de moralité. Est-ce que ces enquêtes de moralité peuvent intervenir avant ou après la nomination? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il faut toujours savoir qui on nomme. Parce qu'on a assisté à des aberrations où on s'est retrouvé face à des CV préfabriqués où, au fond, il n'y avait rien quand on est allé vérifier. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle vision qui cadre avec la politique que souhaite mener le chef de l'État, notamment en termes de nomination. Il y a trop de faux papiers qui circulent dans notre administration. Il y a trop de faux diplômes, il y a trop de faux CV, et c'est normal que le président de la République veuille nommer des personnalités qui obéissent à des règles de formation, des règles d'éthique, des règles morales, notamment la vertu. Et de ce point de vue, est-ce que il va falloir mener ces enquêtes avant la nomination? Alors, on va essayer de lire un peu. Il dit « Je souhaite à ce stade insister particulièrement sur le traitement des nominations aux emplois supérieurs de l'État, tant civil que militaire. Ces nominations relèvent de la compétence exclusive du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, conformément aux dispositions des articles 55 et 66 de la Constitution. Une loi organique viendra prochainement encadrer les modalités d'exercice de ce pouvoir de nomination. Elle précisera d'une part la liste des emplois concernés relevant directement de la prérogative présidentielle et d'autre part les postes pour lesquels des conditions particulières s'appliqueront, notamment ceux réservés aux citoyens gabonais dont au moins un des parents a des nationalités gabonaises de naissance, s'agissant des emplois de souveraineté ainsi que ceux nécessitant un avis préalable du Parlement. Oui, moi, il y a une chose qu'il faut, je crois, sur laquelle il faut insister. Vous savez, notre administration publique a un problème. C'est le débauchage systématique des cadres pour aller servir dans des univers où ils n'ont pratiquement pas de compétences. Parce que chaque fois qu'un ministre arrive à la tête d'un département ministériel, au lieu de s'entourer des conseillers politiques qui sont du ressort de son cabinet, il modifie l'ensemble de la structure ministérielle au point où ceux qui ont des compétences se retrouvent à être mis de côté au profit des personnes quelquefois sans expérience et qui ne sont pas dans la matière qui est celle de l'exercice dont il est question. Il faut donc, à ce texte-là, moi je plaiderais beaucoup, parce que j'ai malheureusement pas pris conscience de ça, je plaiderais beaucoup pour qu'il y ait une stabilité dans la carrière des agents publics. Vous savez, il y a des gens, ils ne font pas plus de 2 ans dans un ministère. Ils vont de conseiller en conseiller en conseiller et leur carrière prend un coup. Du coup, on se retrouve avec des administrations sur l'échiquier dans le cadre du recensement du personnel qui ont beaucoup de cadres mais qui ne servent pas. D'accord, on va terminer sur ce point, sur le point que vous venez de soulever. Là, il y a un nouveau gouvernement. On a parlé dans l'émission sur le plan politique de la mise ou de mettre fin à la transhumance politique. Le phénomène qui est également constaté au niveau de l'administration, c'est que chaque fois qu'il y a nomination d'un nouveau gouvernement, les cabinets ministériels déménagent. C'est-à-dire qu'un ministre de la République, il est nommé à X, il était ministre de tel département, il s'en va dans un autre, il va avec tout son cabinet, et comme vous l'avez dit, il fait un an, ensuite il va ailleurs, il va avec son cabinet, ils vont faire un an, donc ça revient à ce que Pascal Nkolo venait de dire, cette forme de transhumance où le fait que des fonctionnaires n'arrivent pas à assimiler ce qui est élaboré et fait dans un département, qu'ils sont nommés ailleurs. Je pense qu'il faut distinguer à la fois les cabinets politiques, n'est-ce pas, des structures administratives et techniques dans les différents ministères. Il est évident que oui, c'est une tradition dans notre pays que lorsque un ministre est
démis de ses fonctions Mais même si c'est un ou cabinet appelé politique, ailleurs, quid de n'est-ce pas? l'efficacité justement de ce cabinet politique Oui, que l'on transporte dans sa mallette de ministère en ministère? Monsieur Pambo, c'est une tradition dans notre pays. Vous savez que notre pays n'en a pas le monopole. Qui plus est, nous sommes désormais dans un régime présidentiel aux États-Unis, qui est la référence en termes de régime présidentiel. Et lorsqu'un nouveau président accède à la Maison-Blanche, c'est toute l'administration américaine qui est débarquée et une autre administration succède à la précédente. Là, on est en train de parler non, mais l'administration de façon générale, l'administration de façon générale, c'est pas seulement la Maison-Blanche. Donc, dans un ministère, le cabinet politique, le cabinet du ministre est une structure politique. Et c'est donc tout à fait normal que lorsque le ministre s'en va, les conseillers vont avec lui. Oui, le problème, c'est que là, il n'y a pas de renouvellement. Ce sont les mêmes cadres qui sont partis d'un point X à un point A à un point B. Il n'y a aucun nivellement, aucun renouvellement. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais bien sûr, on parle d'un ministère à un autre simplement. Les ne font plus carrière. Parce que quand les ministres arrivent, ils nomment du secrétaire général au directeur de service, au chef de service. Et quand il part, le prochain arrive, il recommence. Du coup, les administrations, il n'y a plus de mémoire. Et ce qui fait que chacun réinvente des projets alors qu'on est dans la continuité de l'État. Voilà le vrai problème que nous avons. Et du coup, surtout là où il y a des régies financières, ce qui fait que quand un ministre est très proche du pouvoir, il laisse là celui qui va fournir financièrement leurs actifs politiques au détriment des projets de développement de la nation. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est protéger le plan de carrière des agents techniques dans les ministères. Si vous êtes directeur, vous devez grimper dans votre administration jusqu'aux fonctions de directeur général. À la limite, il faut prendre un test qui fait en sorte qu'à un niveau de responsabilité, on ne peut plus vous affecter dans un cabinet ministériel. Parce que ça a ruiné la compétence et la production au niveau de nos différents ministères. Moi, je connais des ministères où on nomme un ministre, il n'y a pas de secret. C'est une direction générale des ministères qu'on a transformé en ministère complet. Et quand le ministre arrive, à peine il nomme le secrétaire général, il nomme les directeurs généraux, on l'affecte ailleurs, et ce département retourne dans son ministère d'origine. Du coup, vous avez des directeurs généraux, des secrétaires généraux. Alors, vous voulez parler de la direction générale de la concurrence et de la consommation. C'est certainement ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Il faut faire attention, les gars sont... D'accord, on va aborder le troisième point de l'émission, troisième thématique en rapport avec ce rendu de la Cour internationale de justice le 19 mai prochain, attendu donc le rendu en ce qui concerne le différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale sur l'île Mbagné. Jonathan Toutoum Gomes, différend est donc au cœur de ces discussions depuis plusieurs décennies maintenant entre l'État gabonais et l'État de la Guinée équatoriale, deux pays frontaliers. Évidemment, les deux pays attendent ce rendu de la Cour de justice internationale. C'est un élément important parce qu'il relève à la fois des aspects de géopolitique, de géostratégie, d'histoire aussi entre deux pays, évidemment, qui sont frères et amis, dont les populations se connaissent, évidemment, se côtoient au quotidien, j'ai envie de dire. Là, je pose la question à l'universitaire d'un point de vue géopolitique ou géopolitique d'abord, avant de parler de la géostratégie. Non, mais je pense que à ce niveau, on ne pourrait pas faire une très grande distinction. Il faut dire que la question de l'île Mbagné a mis en émoi les deux États depuis 1972. À l'époque, Mathias Nguema était président en Guinée équatoriale et Albert Bongo était président au Gabon avant de devenir Omar autour des années 1974. Bon, bien entendu, il y a eu des négociations, d'abord des négociations sur le plan sous-régional avec les bons offices de Mobutu Sese Seko Kukwuendo Zabanga, président du Zaïre. Il y a eu aussi les offices d'autres chefs d'État en Afrique. Mais je pense que le point culminant sera atteint lorsque le président Obiang Nguema et le président Ali Bongo décident de porter l'affaire à la CIG, la Cour internationale de justice, pour clarifier sur la question de l'appartenance en fonction des limites, de la limitation maritime qui pourrait être faite.
Et de ce point de vue, je pense que les deux pays retiennent leur souffle, si tant est qu'au regard des très bonnes relations qui existent aujourd'hui entre d'un côté le président Obiang Nguema et de l'autre côté le président Brice Clotaire Oligui Nguema, je pense qu'une décision en faveur de l'un ou de l'autre État pourrait, de mon point de vue, pourrait amener les deux États à renégocier. Parce que nous avons l'exemple de la presqu'île de Bakassi au Cameroun entre la République du Cameroun et le Nigeria, malgré le rendu de la CIJ qui a reconnu la souveraineté du Cameroun sur la presqu'île de Bakassi, il n'en demeure pas moins que les deux États ont dû renégocier et ces négociations ont abouti sur la signature d'un accord, l'accord de Gentry, en 2006. Donc, de ce point de vue, je pense que... C'est quoi le cœur de cet accord? Non, le cœur de cet accord, c'est que la souveraineté du Cameroun a été reconnue sur la presqu'île de Bakassi, mais ce sont les populations nigérianes, notamment les pêcheurs nigérians, qui exercent. Donc cet accord a permis de faire en sorte que l'exploitation au niveau des ressources halieutiques soit léguée aux pêcheurs nigérians, mais que la presqu'île de Bakassi reste un territoire camerounais qui pourrait, quand il le voudra, le Cameroun, mettre en valeur ce territoire. Et je pense que pour le cas de la presqu'île, non, le cas de l'île Mbanié, Konga et Kokotié, ces trois îlots, au regard de la décision que pourrait prendre la CIJ, je pense que pour la question du bon voisinage, vous l'aviez si bien dit tout à l'heure, que les populations des deux pays, ou une grande partie des populations des deux pays, ont le même substratum culturel. Et de ce point de vue, ils sont liés par la géographie et par l'histoire, ainsi que par la culture. Et donc, de ce point de vue, je pense que la décision de la Cour devrait pouvoir clarifier la situation, c'est-à-dire reconnaître la souveraineté de l'un ou de l'autre État sur l'île Mbanié. Encore que la situation est un peu différente. L'île Mbanié, c'est un îlot, c'est un ensemble d'îlots qui sont inhabités. Jusque-là, il n'y a qu'un détachement de la gendarmerie nationale gabonaise qui y siège. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est beaucoup plus au niveau de ce qui est subodoré, c'est-à-dire on pense que l'île Mbanié abriterait d'importants gisements d'hydrocarbures, ce qui jusque-là n'avait pas encore été prouvé scientifiquement. Mais au regard de leur position, puisque vous aviez parlé des aspects géostratégiques, il y a le positionnement de ces trois îlots qui font que le fait de s'installer à ce niveau permet donc le contrôle dans l'entrée du territoire au niveau de la navigation maritime, au niveau des routes maritimes dans le golfe de Guinée. Donc, je pense qu'en retenant notre souffle, le Gabon, je le souhaite, pourrait confirmer sa souveraineté sur l'île Mbanié. Mais maintenant, si la décision nous était défavorable, ce n'est pas le moment de tout casser entre la Guinée équatoriale et nous. Je pense, moi, je pourrais, enfin, je crois à la capacité de renégociation des deux pays, comme le Cameroun l'avait fait avec le Nigeria, pour ce bout de terre sur la presqu'île de Bakassi. Jean-Christian Kombila, votre regard sur cette actualité? Ben écoutez, c'est une actualité qui tient les populations en haleine parce que depuis 1972, les populations gabonaises, n'est-ce pas, sont unanimes que l'île Mbanié appartient au Gabon. Je me souviens que en tant que journaliste à l'Union au service politique, j'avais accompagné l'ancien ministre de la Défense nationale, Ali Bongo, et les responsables des forces de sécurité et défense sur cette île-là. Nous y avions trouvé le contingent gabonais de la gendarmerie et de la marine qui y sont. Donc, ce que l'on espère, c'est que la décision qui sera rendue par la Cour internationale de justice ne vienne pas altérer, n'est-ce pas, les relations de coopération exemplaire qui existent aujourd'hui entre le Gabon et la Guinée équatoriale,
coopération qui a connu un coup d'accélérateur récemment avec l'inauguration de l'interconnexion électrique. Et on a bien vu que lors de la cérémonie d'investiture du président de la République au stade d'Angonje, le président Obiangema Mbazogo de Guinée équatoriale était bel et bien présent. Cela témoigne de l'excellence des relations. Maintenant, pour parler un peu comme on parle dans nos différents quartiers, les Occidentaux ont tendance à créer des brouilles entre les pays africains. Et on espère que la décision qui sera rendue, n'est-ce pas, ne s'inscrira pas dans cette dynamique de création de brouilles. Maintenant que, quelle que soit la décision qui sera rendue, que la sagesse prévaudra au sommet des deux États et que, d'une manière ou d'une autre, les négociations se poursuivront entre les deux capitales. Quand vous parlez des Occidentaux et de brouille, bon, la Cour internationale de justice peut-elle être instrumentalisée par certains pays? Non, non, ne mais crois vous pas. savez, M. Pambo, Non, M. Pambo, vous savez, la presse internationale a déjà écrit plusieurs articles sur ce que pourrait être l'avenir des relations entre nos deux pays, n'est-ce pas, en attendant le rendu de la Cour internationale de justice. Donc, ces articles qui sont écrits, moi j'ai lu un article dessus qui a été écrit par le journal Le Monde il n'y a pas longtemps. Ces articles-là sont lus de part et d'autre par les opinions publiques des deux pays et par les différents cercles d'influence. Donc, ce sont des articles qui peuvent avoir un impact, n'est-ce pas, sur les différents lecteurs. Lié à la géopolitique dont je parlais tout à l'heure, Jonathan Totumkom, évidemment, puisqu'on sait, bon, le Gabon est une ancienne colonie de la France, l'Espagne, l'ancien pays impérialiste, la Guinée équatoriale est une ancienne colonie de l'Espagne. On sait que dans ce différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale au sujet de l'île Mbagné, il y a ces deux puissances occidentales-là qui parfois ont également participé au débat. Il faut partir du principe que, comme tout verdict, donc comme tout jugement de tribunal, la décision n'est pas une décision fermée. Elle est simplement officielle. Elle permet, sur le plan de l'histoire, de situer l'acte. Mais toujours est-il que, quel que soit l'espace en termes de tribunal, on vous laisse, vous, de repréciser ou d'apprécier de nouveau par une possibilité de consensus entre les deux parties querellées. Et je me fais fort de croire qu'au regard de la dynamique nouvelle qui a été lancée depuis que Oligui Nguema est là et Obiangema, qu'on peut arriver à des consensus qui conduisent à renforcer davantage la volonté de puissance de nos États aujourd'hui, parce que le Gabon a pris des engagements vis-à-vis de la Guinée équatoriale sur le plan énergétique. Le Guinée équatoriale en a fait de même en acceptant de fournir l'électricité dans le nord du Gabon. C'est un acte important. Et pour ce qui est de quelques îles, je crois que la sagesse africaine va certainement conduire les deux chefs d'État à regarder la possibilité d'avoir un meilleur regard sur la possibilité de faire un inventaire. Si oui ou non il y a des richesses, c'est vrai qu'il y a des questions de sécurité qui font en sorte que sur le plan de la proximité par rapport aux conventions maritimes, Mbagné serait plus proche de la Guinée équatoriale, ce qui lui confère un certain nombre de droits, mais sur le plan de l'histoire, Mbagné a toujours appartenu au Gabon. Donc voilà à peu près les éléments de tension. Franchement, sur le plan géographique, les îlots Mbagné, Konga et Cocotier sont à équidistance des côtes équatoriales-guinéennes et des côtes mais sur le plan de la défense stratégique, soit 18 km à peu près. Et les tensions existaient du fait qu'entre le président Mathias Nguema et Omar Bongo Ondimba, il y avait des difficultés pour s'accorder, l'un et l'autre considérant l'acquisition de ces îlots comme étant une victoire politique. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et je fais fort de m'imaginer ou de penser que le président Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue de la Guinée équatoriale, d'ailleurs, c'est des Yengun, père et fils, ça veut dire que les capacités ou les possibilités de discussion évolueront sur d'autres... Sur le plan des clans, oui. Obiangema et Sangui et Brice Clotaire Oligui Nguema et Yengun, les deux ne sont pas... Non, attention. Le père, je sais de quoi je parle. Obiangema par sa mère est Eba. Attendez, attention. Obiangema par sa mère est Eba, alors que Brice Clotaire Oligui Nguema est Yengun. Le père de Brice Clotaire Oligui Nguema a des affinités d'ordre tribal avec Obiangema. Non, mais les affinités personnelles ne sauraient structurer les relations entre les États.
Je dis le père et l'office, il faut faire attention quand vous voulez vous immixer dans une situation que vous ne maîtrisez pas bien. Non. Je réitère ce que je dis. Je dis le père et l'office, s'il vous plaît. On a bien vu que lors d'une situation familiale en Guinée équatoriale, c'est le père de Brice Clotaire Luyingema qui a coordonné la cérémonie. Ça veut dire que la relation père et fils est établie, monsieur. Donc ce que je dis reste valable sur le plan de l'approche pour régler des conflits qui ne sont en fait que des éléments d'affirmation d'ordre territorial. L'approche Bantou, d'accord, on a compris. On a compris. Oui, donc ça va aller dessous. Il nous reste 2 minutes. En guise de conclusion, Jonathan. Non, en guise de conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes tous d'accord ici que la décision de justice qui pourrait être rendue en faveur de l'un ou de l'autre État n'empêcherait pas les deux présidents ou les deux États à s'accorder sur une question de renégociation. Dans ce cas d'espèce, on peut arriver, par exemple, si jamais il est prouvé par d'autres recherches qu'effectivement il y a des richesses, notamment en termes d'hydrocarbures ou bien au niveau des ressources halieutiques, le Gabon et la Guinée équatoriale peuvent arriver à des accords d'exploitation commune de ces richesses. C'est aussi une autre forme de règlement de conflit, c'est-à-dire au-delà de la reconnaissance de la souveraineté de l'un ou de l'autre État sur les îlots Mbagné, Konga et Cocotier, mais il peut arriver par cette forme d'entente, il peut arriver que les deux États acceptent l'exploitation commune des richesses qui sont supposées se trouver au niveau des îles Konga, Mbagné et Cocotier. Sao Tomé et Principe et le Nigeria l'ont fait, bien d'autres États sont arrivés à de tels accords, c'est-à-dire une exploitation commune des richesses, parce que, entre autres, c'est ce qui divise au niveau de la question des frontières maritimes depuis la colonisation qui n'ont pas été fixées. Donc, de ce point de vue, une simple décision de la justice pourrait nous amener à des renégociations pour maintenir les bonnes relations entre la Guinée équatoriale et le Gabon. D'accord. Jean-Christian Kobila, votre conclusion? Mais au-delà de tous les enjeux pétroliers qu'il y a dans les eaux de l'île Mbagné et des deux autres îles, c'est justement la question centrale de l'eau qui est ici à mettre en relief, parce qu'elle prouve que dans ce monde aujourd'hui ouvert, de plus en plus de conflits, et n'est-ce pas, entre les États concernent la problématique de l'eau. Et donc, cette même problématique de l'eau est une équation politique à résoudre, non seulement au plan géopolitique, mais au plan interne. Et on est heureux de savoir qu'au sein de notre pays, n'est-ce pas, le nouveau gouvernement, n'est-ce pas, accorde une priorité majeure, n'est-ce pas, à la résolution de l'équation de l'eau, pour que celle-ci soit accessible à l'ensemble de nos concitoyens à travers le pays. Merci beaucoup, Jean-Christian Kobila. Merci à vous également, Jonathan Toutoumgom, et à Pascal Koulou d'être passé sur le plateau de l'émission Ligne de mire du jour. Merci de nous avoir regardés et surtout, bonne suite des programmes sur votre chaîne.